Bonjour à tous, vidéo cette fois sur la physique, ce sera sur de l'électronique et on a trois exos qui étaient type oraux de concours et je pense notamment celui-là qui devrait être de CCS et ces deux-là qui étaient de CNP je pense. Dans un premier temps on va faire cet exercice-là. On a les données ci-contre. Et on nous demande dans un premier temps de déterminer l'expression puis la valeur numérique de résistance équivalente REC aux bornes du générateur entre A et B. Donc c'est un exercice classique. On nous demande donc, je vais agrandir ça, de faire une résistance équivalente entre A et B, sachant que R2 et R3 sont en série, c'est-à-dire que on peut poser un REC 1 qui est égal à R2 plus R3. Donc le schéma électrique, va devenir comme ça. Hop. Et là c'est R1. Et là il y a le générateur. Donc maintenant on voit qu'ils sont en parallèle. Et donc on a REC, donc l'expression qu'on cherche, qui est égale à R1 parallèle à REC3, enfin à REC1 plutôt. Et donc ça me donne du R1 fois REC3, enfin REC1, ouais, je vais avoir du mal décidément, sur R1 plus REC 1. Et donc, si je remplace avec l'expression juste dessus, j'ai du R1 plus ce que j'ai au-dessus, sur... Enfin non, R1 en facteur de ce que j'ai au-dessus plutôt, divisé par R1 plus ce que j'ai au-dessus. Donc, j'ai ceci. Tac, tac, tac. Et celui-là aussi. Bon. Voilà. Donc voilà l'expression de REC. On demande sa valeur, je crois. Oui, on demande sa valeur numérique. Donc, application numérique. J'ai donc du R1. R1 c'est égal à 7. En facteur de R2 plus R3. R2 c'est 1. R3 c'est 2. Sur 7 plus 1 plus 3, 10. Et donc ça me donnera du 7 fois 3, 7 fois 3, 21. 21 dixième. C'est-à-dire 2,1 ohm. D'ailleurs, lorsque je fais REC, j'ai ce circuit équivalent. Et donc, j'ai une loi des nœuds, enfin, non, loi des mailles. Loi des mailles qui me dit que la tension ici est égale à celle qui est ici. Ainsi, je peux dire que le courant I qui traverse CE est égal à REC fois I. Je sais pas si c'est un petit I, c'est un petit I. Et si et seulement si I est égal à E sur REC. Et en application numérique, ça me donne du 42 sur 2,1. Sachant que 2,1 c'est 21 fois 10 puissance moins 1.
j'aurai donc du 42 sur 21 x 10. Et donc ça me donnera du 20 ampères. Hop là. Donc voilà dans un premier temps. Donc ce qui est demandé. Ensuite, en raisonnant à partir des potentiels VB et VC, déterminer le sens de circulation des électrons dans la résistance R3. Donc je dois comparer les tensions VB, enfin les potentiels VB et VC. Et pour ce faire, je vais utiliser une règle concernant euh, le sens, des tensions. Je sais que UCB, d'abord je vais mettre question 2, ouais. Question 2, je sais que UCB c'est égal à VC moins VB. Je sais que la flèche elle sera comme ça. On n'a pas le droit de faire comme ça, mais c'est l'idée. Or, je sais qu'on est en convention générateur, donc ça veut dire que la tension elle est bien dans ce sens et positive. Donc ça implique que VC, enfin UCB est positif, donc VC est supérieur à VB. Ainsi, euh, on peut déterminer le sens de circulation des électrons dans la résistance R3 en disant tout simplement que le courant va dans ce sens. Donc, ça veut dire que les électrons vont dans ce sens. Parce que les électrons sont opposés au mouvement du courant. Donc, ça veut dire électron sens opposé à I. Et donc c'est I23. Hop. Voilà pour cette question. Ensuite, petit 3. Alors, on augmente la valeur de R1 avec E, R2 et R3 inchangés. Peut-on prévoir sans calcul ce qui arrive alors à I1, I23 et I? Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à une loi d'émail ici, qui va me donner justement E est égal à I, enfin I1 fois R1, parce que la tension ici est égale à celle-là. Donc ça veut dire que si, comment dire, la somme des tensions doit être égale à 0. Donc ça veut dire que cette tension doit être forcément opposée à celle-ci. Hop. Donc E est égal à R1 I1. Et donc on a dit qu'on augmentait, ou on diminuait, je sais plus lequel. On augmente la valeur de résistance R1. On augmente la valeur de résistance R1. Et qu'est-ce que ça a comme impact pour I1? C'est E sur R1. Donc si on augmente R1, on a une fonction inverse. Donc si on augmente, I1 va diminuer. Donc ça implique que I1 diminue. D'ailleurs, faut pas trop faire... on peut abuser cette notation en oral, mais faut quand même éviter. Ensuite, on doit savoir pour I23 et I. Donc je sais, d'après la loi des nœuds, que I est égal à I1 plus I23. I23 ne dépendant pas de R1, parce que justement il dépend de R2 et R3. Ça implique que I
il diminue. Et I23 constant. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà pour cet exercice. Ensuite, numéro 4. La valeur de R1 augmente de 50%. Avec E, R2 et R3 inchangés. Si on augmente de 50%, on fait 7 fois 1,5. De tête, ça fait 7 plus 3,5, donc 10,5. Donc je mettrai un... Je sais pas si je mettrai R1 prime. Ouais, je mettrai R1 tout court. 10,5 ohms. Donc, calculer... Ah bah tiens, R1 prime. Hop, R1 prime est égal à 10,5 ohms. En déduire I prime, la nouvelle valeur de I. Alors sachant que I prime, on l'aura avec ceci, sauf qu'à la place de REC, on aura REC prime. REC prime qui est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on remplace R1 par R1 prime. Hop. Voilà, voilà. Et donc je vais pouvoir mettre des primes partout. Hop et hop. Voilà. Donc en application numérique, on a 10,5 fois 3 de tête, divisé par 10,5 plus 3. Oups. Donc ça me donne en haut du 31,5 sur 13,5. Bon, je pense on est obligé de faire la calculette là, pour le coup. Je peux me tromper, hein, mais je pense qu'on doit faire la calculette pour retrouver ça. Et donc apparemment ça me donne 2,3 ohms. Hop, ohms. D'ailleurs j'ai oublié de mettre, mais voilà. On a I qui descend, I qui descend, et I23 qui est constant. Ça. Et donc, j'ai I' qui est égal à E sur REC', qui est égal donc à 42, encore une fois, sur 2,3. Là pour le coup, compliqué de le faire de tête. Ça me donne du 18,26 à la calculette. J'espère qu'on a le droit à la calculette parce que sinon c'est un peu c'est un peu tiré par les cheveux de faire cet exo sans calculette. Donc ça c'était le petit A je crois. Ouais. Et maintenant on me demande quelque chose avec la puissance. De quel pourcentage va alors varier la puissance P fournie par le générateur? Donc on va calculer les deux puissances. Donc P au début et P' à la fin. C'est-à-dire la puissance qu'on a euh, lorsqu'on a la résistance R1 et la puissance qu'on a lorsqu'on a la résistance R1'. Donc on a E fois I et on a E fois I'. Ce qui me donne du 42 fois 20 de tête. C'est bien ça. 42 fois 20. 42 fois 18,26.
Bon, ça c'est carrément tiré par les cheveux de nous le faire calculer de tête. Bon, ça à la limite, le P, on peut le calculer, mais le deuxième, c'est tiré par les cheveux. Enfin, faut poser, donc ça fait perdre du temps. Et donc ça me fait du 840 watts. Et là, du 768,6 watts. Hop, et hop. Et donc, on me demande de quel pourcentage a varié la puissance P. On a delta P, enfin, delta P pour cent même. Enfin, je sais pas comment on peut le noter, mais faut faire comme ça. Donc, on a 668,6 divisé par 840 en moins le tout en facteur de 100. Parce que ici, on aura quelque chose avec 0, quelque chose, et il faut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Et donc ça me donne du 8,5%. Donc voilà pour un réseau. C'était ça qui était attendu. Je passe au suivant. Donc, on étudie le circuit représenté sur la figure ci-dessous, où la bobine de lectance L est supposée idéale. L'interrupteur K est fermé à l'instant t égale 0. À t égale 0+, se déterminer les expressions des entités IL, I2, puis de la notion U2 en dessinant le raisonnement. Donc, lorsqu'on a à l'instant t0+, on nous dit que l'interrupteur est fermé. Ce qui veut dire que le des nœuds, elle nous donne I de 0, l'intensité qui est ici. Parce que oui, ça c'est pas un générateur idéal, c'est un générateur de courant idéal. Ça me donne I0 est égal à I2 plus IL. Hop. Et sauf que quand on ferme l'interrupteur, il y a la continuité du courant, et donc IL sera égal à 0. Ce qui veut dire que I2, enfin I2 en 0+, enfin t est égal à 0+, on a I0. Donc voilà pour le premier truc. Il faut sortir l'argument de la continuité parce qu'il y a une bobine du courant. Et donc voilà. On a vu l'expression de DIL sur DT quand t est égal à 0+. Que peut-on en déduire? Donc on sait que UL est égal à LDI L sur DT. C'est-à-dire L fois la dérivée du courant. Mais c'est aussi égal à U2. U2 qui se trouve juste ici. Quand t est égal à 0+. Et donc ça me donne R2 I2. Ce R2 I2, j'aurais donc DIL sur DT qui est égal à R2 I2 sur L. Et donc ah oui, d'ailleurs, en 0+, justement, I2, c'est égal à I0, donc je peux directement remplacer par I0 ici.
Et donc c'est supérieur à 0, parce que R2 c'est positif, I0 a priori c'est positif, et L aussi c'est positif. Donc ça implique que la dérivée est positive, donc ça implique que IL croît. Voilà. Ensuite, on me demande pour t qui tend vers plus infini. Pour t qui tend vers plus infini, on a la dérivée par rapport au temps qui sera nulle. Hop. Quand t tend vers plus infini. Et donc, on peut supposer que le régime transitoire est terminé et qu'un état final permanent est atteint. Dans cette situation, déterminer les expressions des entités IL et I2 en détaillant le raisonnement. Eh bien, IL sera constant, euh, sauf que justement quand on fait tendre vers l'infini, la bobine devient un fil, c'est-à-dire on sait que l'impédance c'est JL oméga, et donc quand on fait tendre t vers l'infini, ça fait ça fait tendre vers l'infini. Sauf que j oméga c'est la dérivée par rapport au temps, et donc ça me donnera un fil. Hop. Donc ça veut dire que UL sera égal à 0. Parce que si c'est un fil, ça veut dire qu'il y a court-circuit. Et donc ça veut dire que la tension UL est égale à 0. Enfin la tension d'un fil en général c'est égal à 0. Et donc on a, d'après la loi des nœuds, IL qui est égal à I0. Et on a I2 qui est égal à 0. Hmm. Pourquoi I2 serait égal à 0 par contre? Peut-être parce qu'en régime permanent. Si, je crois qu'en régime permanent, justement, I2 il devient nul. Il devient nul devant ce qu'il y a à droite, je pense. Je pense que c'est ça le raisonnement. Hop. Est égal à I0 et I2 est égal à 0. Hop, petit 4. Le générateur est à présent variable. Le circuit fonctionne en régime sinusoïdal forcé. Et l'on débranche la résistance R2. C'est-à-dire le R2, on le dégage. L'intensité délivrée par le générateur à présent IT est égal à I0 cos oméga t. Et on donne R1 est égal à 5 kΩ et L est égal à 25 millihenry. Déterminer l'expression de la tension UG aux bornes du générateur. Alors, sachant que on a un régime sinusoïdal forcé, on a ceci. Hop. Bam bam bam. Tac tac tac. Là j'ai la résistance R1. On avait dit justement qu'on supprimait le R2. Et là on est en régime sinusoïdal forcé, donc l'interrupteur, on n'a plus rien à faire. Là on a I0. Et donc on a aussi UG. UG qui est la tension aux bornes du générateur. Bon bah ok. Donc ce sera la tension ici. Et donc ouais, j'imagine que je dois faire un... Ah oui, d'ailleurs c'est plus I0 du coup.
Parce que justement on est en régime sinusoïdal forcé. On nous donne une expression justement de i à l'instant t. Donc je peux faire un z équivalent entre R1 et L, qui est justement égal à R plus JL oméga. Donc j'ai UG en complexe qui devient ZEC fois I en complexe. C'est-à-dire je me suis ramené à un circuit complexe, enfin avec des impédances. C'est comme si j'avais quelque chose comme ça. Hop. Là j'ai une boîte avec un ZL. Là j'ai un I. Et là j'ai un UG. Tac. Voilà. Donc voilà l'expression de UG pour l'instant, parce que justement il faut trouver son expression totale. Donc on sait que I en complexe, ça me donnera du I0 exponentielle de j oméga t, si je dis pas de conneries. Oui, c'est bien ça. Exponentielle de j oméga t. Ça, c'est l'expression de I. Et donc j'ai G qui est égal à R. Oula. Bon, il y a des valeurs absolues, mais bon, je pense que vous avez l'habitude à force. I0 exponentielle de j oméga t. Carrément, mes t ils deviennent sur le côté. Donc, faut que je trouve une expression de UG de la forme UM cos de oméga t plus phi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en dit justement de phi, ouais. On nous le dit après. Enfin, on nous le demande après surtout. Alors, je sais pas si j'aurai la place. Je pense pas. Bon, je vais tenter de gratter, mais voilà. Donc pour trouver UM, je vais faire le module de ce nombre complexe là. Et donc j'ai UM qui est égal à I0 racine de R carré plus L oméga le tout au carré. Ça a priori, je suis bon. Ouais. Donc j'ai trouvé l'expression de UM. Mais maintenant c'est l'expression de phi qui va être un petit peu plus problématique. Hop. Ça c'est d'ailleurs 4 petits a. Phi, c'est l'argument de... D'ailleurs, argument, faut que j'écrive bien. Argument de R plus JL oméga. C'est-à-dire arctangente de L oméga sur petit r. Et arctangente de L oméga sur petit r, c'est supérieur à 0. Sachant que arctangente de L oméga sur R, c'est phi. Donc phi est supérieur à 0. On a posé un phi ici. Et donc, on a UG qui est en avance sur I. En avance sur I.
Parce que justement, phi est supérieur à 0, donc il serait en avance. Par contre, s'il était inférieur à 0, il serait en retard sur i. Hop. Donc ça c'était la question B, parce qu'il nous demandait justement de déterminer pour savoir si c'est en avance ou en retard, et donc c'est bien en avance. Maintenant, toute la suite de l'étude se fait à basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga est suffisamment petit, déterminer une expression approchée du décalage temporel sigma de UG de t par rapport à I de t. Que remarque-t-on? Donc, on a petit c, sigma étant un décalage temporel, phi étant la phase qu'on avait, enfin le déphasage qu'on a calculé tout à l'heure. Et donc phi c'est moins sigma oméga. On peut le faire par analyse dimensionnelle ce calcul. On a, comment dire, on, on a quelque chose en radians par seconde. On a quelque chose en radians. Donc on aura quelque chose en seconde ici. Parce qu'il faut que ça compense avec le oméga. Le signe négatif vient du fait que c'est en avance. Et donc le phi il sera positif. Donc il faudra mettre un signe négatif. Euh, Ensuite, justement, on retourne l'équation. On a sigma est égal à phi sur oméga, enfin moins phi sur oméga plutôt. Et ça me donne du arctangente de L oméga sur petit r, le tout divisé par oméga. Et ensuite, on fait une étude à basse fréquence. Donc ça veut dire que ce terme, il tend vers 0. Donc ça veut dire que je peux faire un équivalent 0 pour arctangente. Arctangente, arctangente de x est équivalent à x. Donc ça veut dire que si on reprend l'expression, on a arctangente de L oméga sur R est équivalent à L oméga sur R. Et donc, par approximation, on aura donc oui, on aura sigma est égal à L sur R oméga, le tout sur oméga. On multiplie, enfin, on divise par oméga en haut et en bas, et donc on a du L sur R. Avec un moins. Et donc, ce qui nous donne un temps de moins 5 microsecondes avec les valeurs numériques qu'on nous donne. Hop. C'est-à-dire on nous donne 5 kilo-ohms et 25 millihenries. C'est L sur R, donc on a du 25 fois 10 puissance moins 3 sur 5 fois 10 puissance moins... non, plus 3 plutôt. Et donc on arrive à moins 5 microsecondes. Ce décalage temporel est vrai seulement quand oméga est petit. Donc ça veut dire que ça ne marcherait pas si on fait une étude sur tout... Enfin, sur tout le... Si on a un oméga plus grand. Enfin, c'est ça qu'on doit dire.
C'est qu'on doit dire pour que remarque le temps. Et ensuite, voilà. Là, ça va être bourrin, mais vraiment bourrin. Des studies de montage de la figure ci-dessous. L'amplificateur est idéal. Il fonctionne en régime linéaire. On impose à l'entrée une tension sinusoïdale E de t et de pulsation oméga. Déterminer la fonction de transfert du montage et la mettre sous la forme h est égal à moins 1 sur 1 plus jq vecteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Identifier q et oméga 0 en fonction de R1, R2 et C. Donc, pour résoudre, on va faire une loi des nœuds en termes de potentiel, Millman, qui, qui va nous permettre justement de se ramener à E et S, faire un lien entre les deux. Donc j'ai un VA, c'est la tension au point A, qui est égal donc à E sur R1, parce qu'il y a une tension E, rien sur R2, parce que là on est à la masse. Hop. Là, on suppose que l'amplificateur est idéal et fonctionne en régime linéaire. Donc ça veut dire que V+, est égal à V-, sachant que V+, est égal à 0, eh bien, ce sera aussi égal à 0. Donc voilà pour l'application. Euh, on a on a donc ensuite non mais bouge. Ensuite il nous reste ici et on a ce sera la tension S parce que c'est le long d'un fil et donc ce sera S. Ici de même ça sera E et voilà. On a donc ce qu'on va mettre dans notre Millman. On a E sur R1. Oula. D'ailleurs, je vais mettre les impédances complexes, ce sera beaucoup plus simple. Plus S sur ZC1. Parce que je crois qu'il y a deux. Ah non, c'est ZC. Ça m'arrange. Et donc le tout divisé par la somme des. La somme des. Admittances. Admittance le mot, je crois. 1 sur R1. Plus 1 sur R2. Plus 2 sur ZC. Parce qu'on le fait deux fois. On fait 1 sur ZC plus 1 sur ZC, ça me donnera 2 sur ZC. Ensuite, j'ai V-, je vais faire un autre Millman, hein. V-, sachant qu'il est égal à 0, sera égal à S sur 2 R1 plus VA sur ZC. Encore une fois, grâce à la loi des nœuds en termes de potentiel, Millman. Et donc 1 sur 2 R1 plus 1 sur ZC. Et donc je multiplie par 1 sur 2 R1 plus 1 sur ZC de part et d'autre. Comme ça j'ai du S sur 2 R1 plus VA sur ZC est égal à 0. Ce qui me donne VA est égal à moins S sur 2 R1 fois ZC.
ainsi. Je, je substitue maintenant. D'ailleurs, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, moins S sur 2R1. Oula. ZC est égal à la grosse expression qui est juste là. Hop. Voilà. Il me reste tout basculer pour avoir du S sur E. Ça me donne du S en facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 2 sur ZC avec un moins 2 R1. Quoique, je vais mettre. Je vais laisser le moins. Mais je vais mettre ZC sur 2 R1 ici. Est égal à l'expression qui est là. Paume. Voilà. Donc, il me reste à basculer à nouveau. J'ai donc du moins S en facteur de cette chose. Sachant que c'est un grand facteur. Hop. Moins 1 sur ZC. Est égal à E sur R1. D'ailleurs, ce sera pas un moins, parce qu'il y a déjà un moins devant. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Et donc, je vais multiplier par R1. Et je vais... Enfin non. Non, justement, je vais diviser. Oui, je vois ce que je vais faire. J'ai du S sur E est égal à du moins... Ok, non. Faudrait que je multiplie par R1 parce que ça va me simplifier des trucs. C'est-à-dire là, ça va devenir un 1. Ah non, même pas. Là, ça va devenir sans le R1. Là, j'aurais du R1. Donc je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc j'ai du moins 1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 2 sur ZC en facteur de ZC sur 2 plus R1 sur ZC. Là. Là. Donc déjà on a un moins 1 donc ça nous arrange. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'à déterminer ce qui est en bas. Et donc si je continue le calcul... Oh la place que j'ai pris. Incroyable. Donc j'ai du moins 1 divisé par... Là j'aurais du 1. J'aurais du ZC sur 2R1 plus du ZC sur 2R2. Plus du R2 sur ZC.
présent, je vais devoir factoriser par J, c'est-à-dire repartir en complexe. Parce que ZC, il y a une expression pour ZC, c'est ZC est égal à 1 sur JC oméga. Donc, on a ZC qui va simplifier plein de trucs. 1 sur J 2R1 C oméga plus... En fait j'aurais dû mettre en facteur directement. Bon ça revient au même. Ça revient au même, ça revient au même. Hop. Et là à la place du 1 je vais mettre un 2. Hop. Là. Et donc il me restera du J R2 C oméga. Je mettrai J en facteur, sachant que 1 sur J, en multipliant en haut et en bas par J, ça me donne du J carré en bas et du J en haut, donc ça me donnera du moins J. Donc j'aurais du moins 1 divisé par 1 plus J en facteur de R2C oméga, plus ces deux autres expressions. Moins, entre parenthèses, j'ai envie de simplifier directement. Est-ce que c'est une bonne idée de simplifier directement? Ça a l'air. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais multiplier en haut et en bas par ce qu'il faut. Donc j'aurais du 4 R1 R2 C oméga au carré. Et du 2 R2 C oméga plus 2 R1 C oméga. Hop là, boum. Donc maintenant je peux simplifier par les C oméga et par les 2. J'aurai donc du moins 1 sur 1 plus J R2 C oméga moins entre parenthèses. Déjà il y aura du R2 qui va rester et du R1. Tout divisé par du 2 R1 R2 C oméga. Voilà. Il faut que je mette quelque chose en facteur, mais j'avoue que je ne vois pas. Hmm. Hmm. Je ne vois pas trop et j'ai pas envie de faire durer la vidéo sur une hésitation. Donc je vais donner la réponse directement. Si ceux qui arrivent à voir directement la factorisation, bah bien joué à vous. Mais donc je donne les résultats qu'on m'a donnés, à savoir Q identifié comme 1 sur R1 C oméga. Ah non, pas d'oméga justement. Racine de 1 demi en facteur de 1 plus
R1 sur R2. Donc j'imagine que ça doit être un truc de factorisation forcée. Mais non, franchement, j'aurais du mal à le trouver. J'aurais vraiment beaucoup de mal à le trouver. Et donc, oui, ça c'était Q. Non, ça c'était oméga 0. Oh, ça c'était oméga 0. Hop. Oméga 0 est égal à 1 sur R1 C, racine de 1 demi, facteur de 1 plus R1 sur R2. Et Q, c'est la même chose, mais mais sans le R1 sur C. Tac. Hop. Donc voilà. Ensuite, calculer les valeurs à donner à R1 et C pour avoir oméga 0 est égal à 36 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Le facteur de qualité valant Q est égal à 2 et la résistance R2 est égale à 1 kΩ. Définir et calculer numériquement la bande passante du filtre. Non. Tac. Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Donc à partir des expressions que je me suis données, non, je vais enlever tout ça. Peut-être que j'aurai besoin d'encore plus de place. Hop. Voilà. Et donc j'ai ces deux expressions. On m'a dit que le facteur de qualité valait 2. J'ai aussi la résistance R2. Et donc... Oui. Là, ce sera juste une application numérique. J'ai du 2 est égal à racine de 1 demi facteur de 1 plus R1. Non. Si, je dois faire ça d'abord. Je dois trouver R1 et ensuite je trouve C. Donc R1 en facteur de euh, plus R1 sur du 10 puissance 3. Donc j'enlève la racine. D'ailleurs je vais multiplier par 2 directement. C'est égal à 1 plus R1 sur 10 puissance 3. Et là, je change à nouveau. J'ai du 7, 7 fois 10 puissance 3 en résistance R1. Ce qui paraît correct. C'est 7 kΩ, sachant que l'autre c'était 1 kΩ. Tac, voilà. Et donc il me reste à déterminer le C. Donc le R1 je l'ai, il est là. Et il me reste le C. Donc je sais que GC est égal à 1 sur 7 fois 10 puissance 3 fois oméga 0. Oméga 0 me donne dans l'énoncé 36 fois 10 puissance 3. Le tout en racine de 1 demi. Non, en racine de 2 justement. Enfin, ce sera 2 directement. Parce que ça, c'est le facteur de qualité. Par identification. Et donc, j'aurai du 1 sur 18. Donc, il me reste à poser 18 fois 7. Je pense
pas que 18 facettes. Ah si, 140, 133, 126, 126. Donc ça me donnera du 126 ici. Ouais. Ça me donnera du 126 et au-dessus du 10 puissance 6, moins 6. Et donc ça donne environ du... Je dirais 10 puissance... 10 puissance moins 4 farad. On est dans l'ordre du microfarad, donc ça me paraît cohérent. Ensuite, on impose à l'entrée du circuit un signal créneau E de T de fréquence F est égal à 1 kHz, valant alternativement entre 0 V et E est égal à 10 volts, dont E de T est égal à E sur 2 plus la série de Fourier et la décomposition en série de Fourier. Quelle est la valeur moyenne de ce signal? Eh bien, on fait valeur moyenne de E de T qui est égal à 1 sur T fois la grosse expression entre 0 et T d'ailleurs. J'ai que des sinus. Le sinus ayant comme valeur médiane 0, c'est-à-dire que tout ça sera égal à 0, et donc E de t, enfin la valeur moyenne de E de t est égale à E sur 2. En fait, j'avais pas besoin de faire le calcul parce que une décomposition en série de Fourier, ça serait trop long. Quelle est l'expression approximative du signal de sortie S de t si le circuit est réglé avec F0 est égal à 3 kHz et F et Q est égal à 20? Alors là, j'ai pas la réponse à la question, mais donc je vais mettre les mains dans le cambouis. Donc, on a, on a S sur E. Bah, du coup, je vais mettre S est égal à E en facteur de moins 1 sur 1 plus JQ. Attends, il me demande quoi? L'expression du signal de sortie S de t si le circuit est réglé avec F0 est égal à 3 kHz et Q est égal à 20. Hmm. Ah non, je crois que vu que c'est 3 kHz, ça sera donc la, la première harmonique. Parce que le fondamental il vaut 1 kHz. Donc j'aurai 3 kHz. Ah, j'imagine que je dois quand même utiliser. Parce qu'il y a le facteur de qualité, donc ça me perdure un peu. Et donc. Non, il me demande S de t, il me demande pas S en F0. Donc c'est F sur F0, je crois. Ou F0 sur F. C'est F sur F0. Moins F0 sur F. Parce que à 2 pi près, ça s'annule. J'aurai donc S plus... ah, il me faut quand même du J oméga là. Hmm. Parce que tout ce que j'ai fait à l'avance, enfin tout ce que j'ai fait avant, c'était fait à l'avance, mais ça, là, compliqué. Je pense à l'oral là, j'aurais
franchement bégayé. Donc j'ai du S, J, JQ, F sur F0. Parce que je peux me ramener à une équadiff, mais je pense pas que ce soit la meilleure technique. Et donc ça va me donner quoi? Parce que là je vois bien la variable de la place qui va me donner la dérivée. Je vais poser un Y est égal à S sur P. L'intégrale de la tension de sortie. Et donc j'aurais du Y prime. J'aurais du J oméga, enfin 1 sur J oméga c'est le deuxième truc. Donc j'aurais du Y YQ F0 plus du Y seconde Q sur F0 est égal à moins E. Et j'ai l'impression qu'il faut juste résoudre les quadifs. Enfin, ça me paraît bizarre, mais on dirait que c'est bien ça. Tac. Hop. Donc j'ai Y plus... Enfin non, justement, c'est Y seconde que je dois mettre tout devant. Y seconde plus... F0 sur Q. Y prime. Plus... je divise par F0 et je divise par Q, donc il y aura le Q qui va s'annuler. J'aurai du 1 sur F0 au carré fois Q. C'est égal à moins E Q sur F0. Ah non, je multiplie en haut et en bas. Oh lolo, je suis en train de m'embrouiller. J'aurais... J'aurais du F0... F0 carré. F0 carré, il sera en haut. D'ailleurs, je pense qu'avec la variable de place, je vais devoir revenir en oméga 0. Hop. Donc tout ça là. Hop. Boum boum. Oméga 0. Avec un Y. Donc j'ai delta qui est égal à oméga 0 sur Q. Moins 4. Oméga 0 Q. Tout ça au carré. Delta est égal à oméga 0 sur Q en facteur de oméga 0 sur Q moins moins 4 Q au carré. Hmm.
Ouais, non. Non, je pense pas que je vais aboutir à quelque chose, donc je vais arrêter cette vidéo là. Parce que là, franchement, la dernière question, j'ai du mal. Je tentais de la refaire la prochaine vidéo si j'y arrive. Mais là, là, je suis complètement perdu. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.